Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Basquiat, qui est un artiste américain, né en 1960 à Brooklyn et mort en 1988. Il était né d'une mère portoricaine, une mère qui l'a emmené au musée bien souvent et qui l'a encouragé dans ses talents de dessinateur, et un père haïtien. Il a commencé par être graffeur, et puis il a rencontré Andy Warhol, et il a été nommé par un critique The Radiant Child. Il faut dire qu'il a produit 800 tableaux et 1500 dessins. Alors je voudrais évoquer une exposition qui a lieu en ce moment jusqu'au 14 janvier à la Fondation Louis Vuitton. Et ils sont exposés 120 tableaux. En fait, je vais m'appuyer sur un article de Yannick Haenel qui a adoré cette exposition et qui nous en parle de façon très émouvante et très parlante. Il dit « Chaque tableau de Basquiat est un feu d'artifice chromatique qui vous libère. Les couleurs giclent, directes et enfantines, dans un ciel fou. La violence de ces contrastes est au couteau. Elle récuse la sérénité mensongère d'un pays où capitalisme et racisme vont de pair. Chez Basquiat, il y a des bleus haïtiens arrogants d'innocence, des jaunes van Goghiens qui éclaboussent le règne des dollars, des rouges orangés qui affirment la victoire intérieure des parias. Et à travers toute l'œuvre courent des têtes noires, punk et couronnées qui défient à coups de contre-envoûtement la société blanche. J'aimerais ajouter que Yannick Haenel décortique le langage plastique inventé par Basquiat, puisque il remarque que son œuvre est parcourue de collages, de mots graffités au crayon gras, des grandes étendues d'acrylique, de couleurs vives. L'espace est un territoire de fulgurance. Et on a des images de Charlie Parker, des figures de comics, des rois mages qui saluent un Christ noir, des esclaves, des policiers, des griots. Et il faut dire que Basquiat disait « Les musées n'ont pas de tableaux peints par des noirs. Je peins pour faire entrer les noirs au musée. » Et je voudrais ajouter, parce que peut-être, comme Yannick Haenel, vous n'êtes pas tellement enclin à aller à la Fondation Louis Vuitton. Haenel dit « Même si vous n'aimez pas Vuitton, même si le monde du luxe vous semble vulgaire et sa puissance financière exorbitante, n'hésitez pas. Soyez punk, servez-vous, courez voir cette exposition comme si elle vous appartenait. N'oubliez jamais ceci. Si vous regardez vraiment un tableau, ce tableau est à vous. Les riches croient en effet que l'art leur appartient. Mais regarder de la peinture est un acte de piraterie, un grand geste secret d'anarchiste qui préfère l'art à la société, qui établit des liens de liberté inouïs avec ses amours. J'ai passé 2 heures avec ces 120 Basquiat et depuis, sachez-le, ils sont à moi. Je suis au fil des pages, la nouvelle librairie rue Doumer. Paul Doumer. Et je suis avec Caroline qui nous donne son conseil de la semaine. Alors mon conseil de la semaine, c'est un roman de la rentrée littéraire qui est d'ailleurs sélectionné au prix Femina de Emmanuel Bayamaktam. Le livre s'appelle Arcadie et pour moi ça a été un des livres, je crois que c'est un des livres les plus intelligents que j'ai lu de cette rentrée mais que j'ai lu depuis longtemps. Qui traite de la question de l'identité, du genre, qui se passe dans une communauté, dans une zone blanche, parce que la maman de l'héroïne
ne supportent pas tout ce qui est honte. Donc voilà, ils sont dans une communauté sans téléphone portable, etc. Donc on va s'ouvrir à la nature et puis on va s'ouvrir à l'autre. Et tout d'un coup arrive dans cette communauté qui est avec un gourou où tout le monde s'entend plutôt très bien, un migrant. Et là, ça va être le basculement et au dévoilement de ce qu'un adulte parle à travers ces contradictions. C'est un roman qui est jubilatoire, plein d'ironie, mais vraiment jubilatoire, où j'ai été scotchée par certains passages, et voilà, c'est intelligent, brillant. Je regrette qu'il ne soit pas qu'on ne parle pas plus de ce roman-là, et c'est pour ça que je vous invite tous à le découvrir et à venir le découvrir notamment à la librairie. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. À bientôt. C'était hier ou presque. La bataille de Trafalgar oppose, le 21 octobre 1805, la flotte franco-espagnole sous les ordres du vice-amiral Villeneuve à la flotte britannique commandée par le vice-amiral Nelson. Nelson y trouve la mort, mais la tactique qu'il a mise en œuvre vaut aux Britanniques une victoire totale malgré leur infériorité numérique. Les 2/3 des navires franco-espagnols sont détruits et Napoléon, faute d'une flotte suffisante, doit renoncer à tout espoir de conquête du Royaume-Uni. Cette victoire conforte également la suprématie britannique sur les mers qui devient absolue et incontestée plus d'un siècle durant jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Alphonse de Lamartine, né le 21 octobre 1790. Lamartine est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France. Parmi ses plus célèbres poèmes, nous pouvons citer La mort de Socrate en 1823 ou Recueillement poétique en 1839. Et il est l'auteur de la pièce de théâtre Médée, créée en 1813 mais publiée 60 ans plus tard. Et pour finir, je souhaite un bon anniversaire à ma maman. Aujourd'hui, je regrette qu'Ouest Track ne soit pas une télévision, parce que je vais vous parler d'un livre pour enfants. Un livre de Tom Ogoma et Maëlys de Kerangal. Maëlys de Kerangal, vous les Havrais, vous la connaissez bien. Elle a grandi au Havre. Elle a travaillé dans l'édition jeunesse d'abord, avec Pierre Marchand, chez Gallimard. Son premier roman est sorti en 2000 aux éditions Verticales, et c'est sa maison d'édition depuis. Elle est membre de la revue Inculte, avec des gens comme Claro, le grand traducteur et les bons écrivains, des gens comme Mathias Sénard. Elle a eu le prix Médicis en 2010 pour Naissance d'un pont. Elle a eu plein de prix pour Réparer les vivants, qui a été adapté et au théâtre et au cinéma. Son nouveau livre, Un monde à portée de main, parle de Paula Karts, étudiante artisane en peinture, faux marbre, bois, matière animale. Il y est aussi question de préhistoire. Tom Ogoma, maintenant. Lui est illustrateur. Né en 1985, il a fait l'école des Gobelins en section film d'animation. Il y a rencontré Bruno Manchioku et il a fait avec lui un court-métrage qui s'appelle Jean-François, qui a été coproduit par Arte en 2009 et qui a été primé au Festival d'Annecy comme meilleur premier court-métrage. Depuis, il a réalisé un autre court-métrage qui s'appelle Nuisible en 2012. Il a travaillé pour la publicité, par exemple pour American Express. Il est illustrateur freelance pour America, la revue 21, Le Monde et encore d'autres. Et il vient de sortir un nouveau livre, qui est un livre sans aucun texte, un roman graphique. Mais revenons à ce que Tom Ogoma et Maëlys de Kerangal ont créé ensemble. Ça s'appelle Hors Piste. Ça a été publié en 2014 aux éditions Thierry Magnier.
Alors, je vous dis comment je l'ai trouvé. Je suis allée à la Galerne, Maëlys de Kerangal était passée la semaine précédente, et sur le bureau de Delphine, il y avait ces livres, qui étaient les rares livres jeunesse de Maëlys de Kerangal. Le principe est que l'illustrateur travaille le premier et donne ses dessins à l'auteur. Renversement des valeurs, l'auteur devient illustrateur. Le dessin est minimal, extrêmement graphique, sans contour. Il utilise le procédé offset, des aplats de rouge, de bleu turquoise, de violet, les superpositions, et il y a une très grande importance du blanc. C'est superbe. Hors-piste se passe à la montagne avec 2 personnages. Nous finirons avec la première page de Maëlys de Kerangal. Je vous laisse imaginer l'image de Tom Ogoma. J'ouvre les yeux. Le jour s'est levé et un courant d'air glacé me brosse le visage. La voiture est arrêtée sur le pont, toute porte ouverte. Je me redresse. Bruce est dehors, adossé au garde-fou, tête renversée, les yeux clos. J'attends un peu, puis je sors à mon tour. J'ai des fourmis dans les jambes après une nuit de route. Dehors, la lumière est vive, l'air sec, et le ciel translucide semble solide comme un dôme. Respire. Bruce me parle à voix basse. Respire maintenant. La montagne, on y est. À cet instant, un bourdonnement s'est déclenché au-dessus de nos têtes, a résonné entre les montagnes. Une cabine de téléphérique est apparue, coulissant lentement le long du câble métallique. Ceux qui partaient en montagne rejoignaient les crêtes. Je leur ai fait un signe. Bientôt, je serai des leurs. Pour accompagner la fraîcheur du livre hors-piste, nous avons choisi de vous faire écouter Juste 2 yeux verts, une petite valse de Mathieu Vermeulen, interprète rouennais, écrite sur les paroles que Didier Deninx avait offertes au Festival du Polar à la plage il y a longtemps. Au revoir. T'es la petite môme, t'as l'air de rien, juste 2 yeux verts, dans un tas de fringues et des regrets au bord des lèvres. T'es la jeunette avec ton spleen, avec ton blues, ta vie toute fraîche et des désirs déjà ridés, déjà ridés. T'es la fillette les seins gonflés, comme des airbags devant le recruteur de chez McDo qui veut te croquer. T'es la nana, tu t'égosilles, tu crois que chanter ça s'apprend pas, que c'est la Starac à tout bout de champ. Juste 2 yeux verts, juste 2 yeux verts. La petite Louise, petite mère Michel, pour le cocktail au goût de feu, cuvée spéciale, Tché Molotov. T'es la seule bon recroquevillé, tu te prends 3 mois pour incendie, et le sentiment qu'il n'y a pas de justice, et le sentiment qu'il n'y a pas de justice. Dans le lit où tout fout le feu, tu ouvres les yeux, ton rayon vert, et tu redeviens une petite môme. T'es la fillette, t'es la nana, t'es la petite Louise, t'es là sur le banc, t'es là dans le lit. Tout ça c'est toi, t'es ma petite môme, juste 2 yeux verts. Juste 2 yeux verts.
Thibaut Blachka, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous interviewer parce que vous êtes doctorant en histoire contemporaine à Paris 8 et vous effectuez une thèse sur l'association Travail et Culture. J'aurais bien aimé que vous m'en disiez davantage. Oui, mais c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1944 par des intellectuels et par des artistes dans l'objectif de, je le dis entre guillemets, de guider le peuple vers la culture. Et c'est une association qui très vite, dès les années 50, a été investie par les syndicats et les comités d'entreprise, et notamment qui a été un prestataire de service des comités d'entreprise pour les aider à élaborer une politique culturelle, et qui a cherché à organiser, à construire et à diffuser des activités culturelles auprès d'une population ouvrière. Voilà. Et je m'intéresse particulièrement à cette rupture, à la rupture des années 70-80, où il y a une espèce de, comme l'a dit un des acteurs de Travail et Culture, il se passe une embellie, et une embellie qui ne peut être comprise qu'au milieu des orages. Voilà. Où notamment on cherche à, comme ça a été fait dans l'après-guerre par Villard, on cherche à réinventer et des contenus et des moyens pour justement construire une action culturelle en milieu ouvrier. Voilà. Oui, alors pourquoi Le Havre ? Il n'y a pas Le Havre. Il n'y a pas Le Havre. Il n'y a pas Le Havre. Vous êtes d'ici. Oui, enfin il y a eu une association Travail et Culture au Havre, mais qui est quasiment morte-née, qui a pris la suite d'une commission de coordination culturelle, tourisme et travail, qui a pris cette commission, elle est dissoute en 1975, et les acteurs, trouvant qu'il y avait un manque, notamment dans les entreprises pour mener une action culturelle, a décidé de créer une association Travail et Culture, mais en 1978, et qui dure peut-être 18 mois, quoi. En fait, l'espace que Travail et Culture pouvait occuper, par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, ici au Havre, elle a été occupée par l'association Tourisme et Travail, ce qui explique que ça n'a pas pu durer. Et je pense que vers la fin des années 70, on a un essoufflement qui se fait ressentir dès 1975 d'ailleurs. On a un essoufflement de l'éducation populaire au sens large, quoi. Voilà, ce qui fait que l'association Travail et Culture, elle pouvait pas survivre outre mesure. Alors votre équipe est composée de plusieurs personnes, non ? Mais en fait, non, je fais ma thèse seul, sous la direction de Daniel Tartakovsky, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris 8. Voilà, et parallèlement à ça, je mène au Havre, et c'est là qu'arrive Le Havre, je mène au Havre un projet de recherche-action avec le syndicat CGT et le comité d'entreprise Dresseur-Rente du Havre, pour justement chercher à reposer la question du rapport entre la culture et le syndicalisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2018, on ne peut plus la poser dans les mêmes termes qui prévalaient et dans les années d'après-guerre et dans les années 70-80. Et donc j'ai constitué effectivement une équipe de recherche avec et des historiens et des sociologues pour justement, à partir de ce terreau havrais, tenter de redéfinir les bases de ce que pourrait être une action culturelle en milieu de travail aujourd'hui en 2018. Parce qu'effectivement, ça a énormément changé. Ah oui, c'est un vaste sujet, mais effectivement, il y a et le rôle des masses médias, qui a jamais été aussi, alors qui effectivement débute dans ces années 70-80, mais qui aujourd'hui a pris des proportions sans commune mesure, les industries culturelles, mais il faudrait aussi citer l'élévation du niveau d'instruction. Les ouvriers dans les années 70-80, ils ont un CAP tout au plus. Aujourd'hui, ils ont tous le bac pro, hein. Et puis il y a une évolution quand même du travail, du contenu du travail, des formes du travail, avec et les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont une influence considérable. Et puis on a aussi
Du coup, vous allez travailler sur le Une terrain. intensification du travail qui est sans commune mesure, avec une flexibilisation des horaires qui fait que les rapports entre travail et loisirs, enfin entre travail et hors travail, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Ouais. Donc vous travaillez sur le terrain. Oui, Vous rencontrez des acteurs de terrain. Exactement, on rencontre des acteurs historiques qui aujourd'hui sont à la retraite, mais qui ont bien vécu les années 70-80, et puis on a voulu s'appuyer sur Dresser Rand, parce qu'il y a toute une histoire que les militants syndicaux de Dresser Rand, CGT, de Dresser Rand, aujourd'hui sont conscients d'être les héritiers de cette histoire, et que ça nous paraissait un terrain adéquat pour tenter de relancer quelque chose, mais ce quelque chose reste encore à définir aujourd'hui, quoi. Puisque le projet débute seulement là depuis janvier. Ah oui, entendu. Vous vous donnez combien de temps pour On le se mener à donne bien 24 mois, donc jusque fin 2019. Voilà. Avec une première année effectivement qui est consacrée à l'enquête de terrain, et une deuxième année qui sera plutôt une expérimentation, mais sachant que l'enquête de terrain déterminera les modalités de cette expérimentation. Eh bien écoutez, merci beaucoup de toutes vous ces en prie. précisions. Et puis alors, je vous souhaite bonne continuation, parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens à rencontrer au Havre et dans la région. Oui. Et il faut surtout rencontrer les militants syndicaux d'aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a encore... Au fond, la CGT aujourd'hui est certainement l'un des derniers espaces où des membres de groupes populaires s'impliquent et s'investissent. Voilà, ils se mobilisent, s'organisent et se mobilisent. Voilà, je pense que c'est le dernier. On n'en trouve pas ailleurs. Donc. Ce sont les héritiers de la classe ouvrière des années 70-80. Eh bien merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Je suis à Délirium. Étienne, quel est votre conseil de cette semaine ? Alors tout d'abord bonjour, et mon conseil de cette semaine est mon très gros coup de cœur en BD, voire ma bande dessinée favorite, de mon auteur favori également, Garcenis. Alors la bande dessinée s'appelle Preacher, vous connaissez peut-être parce qu'elle a été mise en série il y a peu, 2 saisons et une 3e en cours. Alors c'est un road trip complètement fou, c'est l'histoire d'un révérend qui, pendant son prêche, voit tous ses fidèles brûlés d'un coup par une immense boule de feu, et cette boule de feu rentre en lui. Alors on apprend assez vite que cette boule de feu est en fait le Némésis, c'est-à-dire l'engeance entre un ange et un démon. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire de cette créature qui est rentrée en lui ? Alors il s'adresse à Dieu, mais Dieu ne lui répond pas. Alors il décide de partir à la recherche de Dieu, avec son ami vampire et son ex-petit ami. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est 3 Eisner Awards, soit la plus haute distinction qu'on peut avoir en bande dessinée. Ah quand même. Oui, quand même. Ah oui, d'accord. Voilà. Et la série reprend le scénario, là, l'histoire. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Bon, j'en profite pour annoncer le colloque qui aura lieu sur les séries. Renseignez-vous, ce sera le 7 et 8 décembre à la médiathèque du Havre. Voilà. Au revoir. Au revoir. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we let the story begin. We're going out on our first date.
You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.